Comment a commencé votre projet de l'éco-bœuf? Éco-bœuf, ça a commencé d'une idée qu'on a eue pendant qu'on était encore au bac en agronomie à l'Université Laval. Oui. En 2019, on voulait repenser le modèle actuel en testant des nouvelles pratiques. Simon, mon conjoint, grandit sur une ferme bovine qui est juste en face d'ici. Fait qu'on avait des conditions gagnantes puis un bon entourage pour tester nos idées. Donc, la mission qu'on s'est donnée dès le départ, c'était de diversifier puis assurer l'agriculture en milieu nordique, tout en réduisant son empreinte environnementale. Donc, pour l'instant, ce qu'on voulait attaquer au début, c'est la production bovine, Oui, parce que c'est quand même très polluant. Là. Oui, on ne se cachera pas que les gaz à effet de serre produits par l'agriculture, il y a une grosse partie qui est attribuable aux ruminants. Ici, en Abitibi, c'est une des productions qui est très, très répandue. Donc, puis on a les conditions pour avoir des modèles un peu plus extensifs. Puis, rapidement, ce qu'on a voulu intégrer, c'est l'agroforesterie. Fait qu'Éco-bœuf, oui, depuis 2019, on commercialise du bœuf nourri à l'herbe, mais on développe aussi tout un portfolio de techniques et technologies pour réduire l'empreinte environnementale de notre production. Puis, quand vous parlez d'agroforesterie, comment vous l'appliquez dans votre ferme? Il y a plusieurs petits projets agroforestiers qu'on met en place à chaque année. Le premier qu'on a mis en place, c'est en 2020, dans le cadre de mon projet de maîtrise à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. On a implanté 2400 arbres, ce qu'on va aller voir tantôt juste ici derrière. On a implanté des peupliers hybrides, des érables rouges puis des épinettes blanches qu'on teste en différents mélanges. Fait que des fois, c'est juste des peupliers, des fois, c'est un mélange d'épinettes, érables rouges ou des trois essences. Puis le but de ce projet-là, c'était vraiment de stocker le plus de carbone possible. Fait qu'on a planté à une densité de plantation quand même assez élevée. Le but, c'est d'aller voir l'impact, les synergies qu'il peut y avoir entre les arbres puis le pâturage. OK. Donc, d'aller voir les impacts aussi éventuellement sur les animaux, les bienfaits que l'ombre peut procurer. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts aussi, le microclimat, grâce aux arbres, peut peut-être aider les plantes à résister aux conditions qui sont plus changeantes. Fait que ça, c'est le premier projet qu'on a mis en place. Mais on a aussi, à chaque année, un petit projet. J'ai des petits projets, mais on a plus de 8 km de haies d'implanter depuis notre début. Puis on essaie d'aller voir c'est quoi les essences qui poussent le mieux ici, c'est quoi qui a le plus de potentiel, parce qu'on garde toujours en tête qu'on veut répliquer notre modèle pour avoir le plus grand impact possible. Donc, c'est quoi les modèles de haies qui sont bien adaptés au modèle agricole puis qui peuvent vraiment venir faire un plus, vraiment nous créer des synergies puis être profitables pour la production. Une des bonnes façons de réduire votre empreinte carbone, c'est d'avoir des bœufs au pâturage. Oui, non seulement on les a au pâturage, le fait qu'ils soient dehors, ça fait qu'ils épandent eux-mêmes leur déjection, ils récoltent eux-mêmes leur foin le plus longtemps possible. Donc, on essaie vraiment d'étirer la saison de pâturage le plus qu'on peut. Puis, on fait aussi en sorte qu'on a des bonnes pratiques au pâturage. Dans le cas de notre troupeau, on avance nos animaux de parcelle en parcelle 2 fois par jour pour éviter que les plantes soient trop épuisées puis qu'ils puissent investir leur énergie dans la croissance des racines. Dans le fond, qu'on ne se retrouve pas avec un sol à nu, c'est ça? Exact. Au pâturage, on n'est jamais avec un sol à nu, puis nos pâturages sont en place vraiment des années avant qu'on les rénove de manière ponctuelle pour maintenir une bonne qualité de fourrage, mais c'est jamais du sol à nu qu'on a. Vos animaux qui sont en pâturage, bien, ils ne consomment pas de grains, de la nourriture qui pourrait être justement offerte aux humains. Oui, des animaux des cultures qui pourraient servir directement à l'alimentation humaine, puis aussi qui sont souvent cultivées en grande monoculture, qui demandent beaucoup d'intrants. Fait que oui, on évite ces étapes-là de plus. C'est ça, vous réduisez les intrants aussi. Oui, ici, on n'utilise aucun engrais, aucun pesticide. C'est vraiment l'herbe puis les arbres maintenant qui peuvent être utiles aussi pour la fertilité éventuellement. Mais là, l'hiver, du bétail, ça mange pas de la neige, là? Non, nos animaux sont quand même dehors 365 jours par année. OK. L'hiver, ils sont dans des enclos adaptés à l'abri du vent à travers les arbres avec des brises-vents. Puis on leur amène de l'ensilage, fait que c'est une sorte de choucroute de foin si on veut. Fait que l'été, on récolte le foin qui va être sous fermentation anaérobique, qui va faire de l'ensilage avec lequel on va nourrir nos animaux l'hiver. Puis là, dans le fond, votre bœuf, c'est pour la production de bœuf, c'est pour consommation, mais
on ne peut pas l'abattre en Abitibi-Témiscamingue. Hein? Oui, ça, c'est une des problématiques auxquelles on est, on est confronté. Il n'y a pas d'abattoir en région avec laquelle on peut... qui permet une réglementation avec laquelle on pourrait commercialiser notre bœuf. Bon, on le comptabilise dans notre bilan carbone. C'est quand même une partie minime de notre empreinte, mais niveau bien-être animal, c'est sûr qu'on préférait rapprocher le plus possible l'abattage. C'est sûr que si on compare au bœuf nourri à l'herbe qu'on retrouve à l'épicerie, qui vient surtout de la Nouvelle-Zélande puis de l'Australie, bon, on se compare, on se console, mais il y aurait place à amélioration. Il est nourri à l'herbe, mais il voyage 15 000 km, fait que ça s'annule. Ouais, c'est ça, là. Fait que, bon, c'est ça. Il y a encore place à amélioration, mais c'est ça. On n'a pas beaucoup de levier de ce côté-là. Fait que dans le fond, d'un point de vue carboneux, c'est bien plus profitable de prendre du bétail d'ici que de la Nouvelle-Zélande. Là. Oui, puis tu sais, il y en a beaucoup. Tu sais, juste le fait de... On comptabilise vraiment toutes les opérations... vraiment toutes les opérations en éthique de vie, puis on le prend en considération, tout ce qui est attribuable au transport aussi. Là, tu as dit côte à côte électrique pour déplacer les enclos. Là, j'imagine déplacer les enclos, c'est pas comme un chicken tractor que tu vas 2 personnes ou une personne à bras. Là. Ça doit être quand même assez particulier demandant. En fait, c'est des fils électriques. OK. C'est des bobines de fil qu'on roule, on déroule, puis qu'on adapte à notre grandeur de troupeau, puis à la qualité du foin. T'sais, au printemps, on va donner des plus grandes parcelles pour avancer un peu plus rapidement. À ce temps-ci de l'année, il y a une plus grande densité de foin, on donne des plus petites parcelles. C'est pour ça qu'on appelle ça la régie adaptative multiparcelle. On adapte les multiples parcelles à la densité animale puis à la qualité de l'herbe. Puis là, vous déplacez l'enclos 2 fois par jour, c'est exact? C'est ça. On déroule, on dit déplacer l'enclos, mais on déroule un nouveau fil qui fait en sorte qu'on crée une nouvelle parcelle. Ah, OK. Puis là, est-ce que vous renroulez l'ancien fil? Oui, c'est ça. On roule notre autre fil, puis c'est ça. Fait que c'est roule, déroule, c'est pas mal ça notre routine. J'avais plus l'impression qu'on déplaçait tout le poteau complet. Mais... Il y a des certifications, par exemple, la nourriture bio, mais est-ce qu'il y a une certification pour le carboneutre? Pour l'instant, il n'y a pas de certification qui existe. Nous, on a une grande rigueur scientifique, puis ça nous tient à cœur de vraiment aller calculer sur le terrain c'est quoi notre vraie captation de carbone. On essaie d'être le plus transparent possible, mais il n'y a pas de certification à proprement parler qui existe en ce moment. Donc, votre projet, c'est vraiment un projet scientifique. Oui. On dit souvent que c'est une expérience à échelle réelle. C'est rare qu'on peut avoir des animaux dans un dispositif scientifique. Ça nous permet vraiment d'aller mesurer sur le terrain l'impact réel de nos pratiques. Puis si on veut éventuellement les répliquer, bien, c'est important qu'on connaisse le vrai impact. Conjuguer élevage de bétail puis agroforesterie, il y a dû avoir certains défis. Oui. Le premier défi auquel je pense, c'est que l'Abitibi, c'est une région qui est jeune. Les arbres ont été défrichés, ça fait pas si longtemps. OK. Fait que d'amener ça au conseil, de dire « Hey, nous, on veut ramener des arbres dans le système », c'est juste ça, c'était des bonnes discussions. Puis ça a pris beaucoup d'ouverture, tu sais, de la part de ma belle famille. Fait que ça, je l'apprécie beaucoup, qu'on ait pu réintégrer des arbres. Des arbres indigènes? Des arbres, des arbres indigènes. Bon, on s'entend que c'était des épinettes blanches partout, là. Des épinettes noires même, fait que c'est quand même mieux, je pense. Un autre défi auquel je pense, c'est qu'il faut bien protéger nos petits arbres parce que oui, ça peut être appétissant. Dès qu'il y a une branche de peuplier qui dépasse, c'est pas rare qu'on voit les animaux grignoter. Ça fait combien de temps que vous avez démarré le projet? On a démarré en 2019. Donc, le premier été qu'on avait des animaux au champ, c'était 2019. Puis on a fait notre première commercialisation novembre-décembre 2019, juste avant le COVID. Est-ce que vous avez une race particulière, là, ici dans les champs, une race qui est plus carboneutre? Je dirais pas qu'elle est plus carboneutre. Niveau génétique, il y a aussi du progrès à faire pour réduire l'empreinte environnementale des animaux. Nous, la race qu'on met de l'avant, c'est la Shorthorn. C'est une petite race rustique anglaise qui... Il doit y avoir des courtes cornes, Il n'y a pas de cornes, oui. Il n'y a pas de cornes, ça le dit. Fait que c'est pratique. C'est la sœur de Simon qui développe cette génétique-là. Nous autres, on la trouve belle, elle est bien rustique, elle est docile. C'est ça qu'on veut au champ quand on manipule les animaux 2 fois par jour. On veut qu'ils... Ouais, pour avoir du bétail qui s'enfuit, c'est pas ça qu'on veut. Puis qui sont agressifs Non, au moindre détail. Ouais. C'est quoi le futur pour Écoboeuf?
Ce qui nous motive à agir depuis le début avec EcoBœuf, c'est le sentiment d'urgence qu'on ressent par rapport au changement climatique. Donc, si le but, vraiment, c'est d'avoir un impact à large échelle, on sent que là, on a testé nos expériences à petite échelle, on est prêt à répliquer notre modèle. Ce qu'on veut, c'est se tourner vers un service conseil, un service d'accompagnement. OK. À date, j'ai 5 agriculteurs que j'accompagne pour améliorer des pratiques au pâturage. Ici en Abitibi-Ouest? Ici en Abitibi-Ouest seulement. Mais si on rêve grand, on aimerait avoir du EcoBœuf partout où ça fait du sens de produire du bœuf, des régions boréales. On pense peut-être au reste du Canada, même à l'Europe. On aime bien voyager. C'est bon du bœuf. Puis c'est bon quand il est décarboné. Oui, puis ça fait meilleur. Oui, puis ça fait partie de notre culture un peu quand même ici. Puis je pense qu'il y a moyen d'en manger moins, mais de la bonne Manger qualité. moins, manger mieux. Oui.